Bonjour à tous, on va commencer ce nouveau tutoriel dans lequel je vais vous parler de référencement et de recherche vocale. Alors la première question qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de savoir ce qui va se passer pour 2019. Est-ce que 2019 sera oui ou non vocal? Alors un petit rappel des derniers chiffres qu'on a sur de 2018. Aujourd'hui, en 2018, il y a à peu près 3,5 milliards de recherches qui sont faites quotidiennement sur Facebook. Facebook qui détient à peu près 2 tiers des parts de marché des moteurs de recherche dans le monde. Et 20% de ces recherches sont actuellement effectuées par recherche vocale. Donc on peut imaginer que dans les années à venir, sachant que la croissance entre 2016 et 2018 a été plutôt exponentielle, ça va continuer de partir sur la même pente. Si on s'intéresse un petit peu plus au marché des enceintes connectées, aujourd'hui, Amazon, qui détient les 2 tiers des parts de marché des enceintes connectées, annonce fin 2018 avoir vendu plus de 100 millions d'unités avec son assistant vocal Alexa. Et si on regarde plus généralement le marché des assistants vocaux, aujourd'hui, c'est 2,6 milliards de potentiels assistants vocaux qui sont préinstallés sur des téléphones ou sur d'autres appareils connectés et qui potentiellement deviendront des cibles marketing demain. L'évolution pour 2020, elle va aller croissante. Le CEO de Google, Sundar Pichai, annonce lui que 50% des recherches seront vocales d'ici 2020. Au niveau des assistants vocaux, on va doubler en 2020, on va sextupler en 2022. Et enfin, le marché va s'étendre de 2,6 milliards d'assistants vocaux préinstallés à 5 milliards. On va avoir quasiment un taux de pénétration, en tout cas de presque 100% sur l'ensemble des smartphones qui équipent la planète. Donc, ce que je vous propose là maintenant, c'est d'essayer de se mettre un petit peu en situation, de voir le cas d'usage qui pourrait arriver d'ici 2022 et d'essayer de comprendre comment vous allez vous positionner par rapport à la recherche vocale, mais pas que. Donc imaginons, nous sommes le samedi 11 juin 2022. Dans moins d'une heure, il y aura lieu les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2022 entre la France et la Croatie. Et j'ai bien l'intention de la regarder tranquillement sur mon canapé. Donc je me prépare, 18 heures, je commence à me mettre en condition, quand je reçois un coup de téléphone. Là, j'ai 7 amis qui m'appellent et qui me disent qu'ils avaient prévu de regarder le match, mais que malheureusement, leur télé est cassée. 18h05, je suis pris d'un très gros doute. Comment en moins d'une heure, je vais pouvoir réaliser une soirée parfaite pour mes amis et surtout prévoir ce qu'il faut pour manger? Et là, tout d'un coup, me vient une idée lumineuse. Souvenez-vous, en 2018, fin 2018, à Noël, vous aviez reçu une enceinte connectée en cadeau sous le sapin. Ça faisait 4 ans que vous ne saviez pas quoi faire avec. Et pendant 4 ans, en fait, des entreprises se sont adaptées à ce nouveau mode de communication et ce nouveau mode de recherche. Et pendant 4 ans, elles ont construit leur référencement sur la recherche vocale. Et aujourd'hui, en 2022, c'est enfin disponible et accessible. Donc voilà, je commence à discuter avec mon enceinte connectée. Pour ceux qui ne connaissent pas, ici, il s'agit d'un Google Home. OK Google, j'ai 7 amis qui arrivent dans moins d'une heure. Est-ce que tu peux commander des pizzas pour le match de ce soir? J'ai trouvé 2 pizzerias à proximité, l'une bio et l'autre traditionnelle. Laquelle préférez-vous? La bio, bien évidemment. Certains de vos amis ont-ils des allergies alimentaires? Franck est intolérant au lait. C'est noté. Le contenu de la commande sera adapté. Elle sera livrée dans moins de 45 minutes. Et voilà. Comment, en une heure, j'ai réussi à commander et à sauver la soirée pour mes amis et moi. Donc je me présente, je m'appelle Guillaume Renaudin, je suis architecte data chez BeWithYou. Donc je suis un technophile assumé, vous avez compris. Je vis dans le monde du futur. Et en règle générale, chez tous les collaborateurs chez BeWithYou, on a toujours une step d'avance, c'est-à-dire qu'on essaie toujours d'imaginer quels seront les usages d'ici 3-4 ans. J'ai une forte culture data, donc c'est pour ça que je viens vous parler aujourd'hui d'indexation web, de crawling, etc. Nous avons aussi une forte culture mobile, puisque chez BeWithYou, nous sommes une agence digitale qui sommes spécialisés autour des interfaces mobiles et aussi des interfaces naturelles. Et enfin, j'ai un passif d'architecte cloud et de services sur lequel je vais me reposer pour faire ma conclusion aujourd'hui. En parallèle, je fais partie d'un collectif nantais qui s'appelle Naonen Makers, sur lequel je construis des automates connectés. Et dans le cadre du pilotage de ces automates connectés, nous avons mis en place des interfaces naturelles, donc que ça soit gestuelle et vocale. Et c'est pour ça aussi que je viens vous parler aujourd'hui de recherche vocale.
Alors la recherche sur Internet, je vais repartir un petit peu sur les fondamentaux pour que vous compreniez comment on va élever ça là, au niveau de la recherche vocale. La recherche sur Internet, ça passe par des requêtes. Ces requêtes, elles sont constituées de mots-clés sur lesquels vous allez enregistrer votre contenu. Vous allez venir rattacher votre contenu à des mots-clés. Ces mots-clés, vous allez avoir deux façons de les rattacher à votre contenu. Soit ce qu'on appelle le SEO. Donc le SEO, c'est le Search Engine Optimization, et en fait, en traduction littérale, il s'agit d'un référencement dit naturel. C'est-à-dire qu'il va falloir avoir une connaissance sur les algorithmes des moteurs de recherche pour pouvoir bien positionner votre contenu vis-à-vis de ces mots-clés. Deuxième étape, ou deuxième domaine dans lequel vous pouvez agir, c'est le SEA, le Search Engine Advertising. Et là, à part un bon banquier, un bon comptable pour vous aider à vous soutenir financièrement, le clé du SEA, c'est d'acheter des mots-clés. Là, aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir vous aider là-dessus. Moi, ce que je vais essayer de vous mettre en lumière, c'est la partie SEO, et notamment comment l'adapter pour la recherche vocale. Si on regarde notre constat avec notre assistant vocal Google Home, j'ai cet ami qui arrive dans moins d'une heure. Est-ce que tu peux commander des pizzas pour le match de ce soir? Quelle est la première caractéristique qu'on peut noter sur ce type de recherche? Oui, elle est longue. Les recherches vocales contiennent plus de mots qu'une recherche traditionnelle typée. Il faut savoir que humainement, on tape environ 30 à 40 mots par minute, alors qu'au niveau de la parole, on peut dire jusqu'à 150 mots par minute en moyenne. Donc on comprend très bien qu'il va être beaucoup plus facile à un humain de dire un nombre plus important de mots pour une recherche. De plus, la recherche va contenir des questions et aussi des mots de liaison. Nos premières recommandations, sur votre site, rédigez des titres sous forme de questions pour pouvoir associer ces fameux mots-clés, ces pronoms interrogatifs, à vos contenus. Deuxième point, enrichissez vos mots-clés en ajoutant des stop words. Les stop words, c'est des mots comme les et, les mais, les ou, qu'on avait l'habitude d'éluder complètement lorsqu'on faisait de la recherche traditionnelle. Aujourd'hui, il faut les intégrer dans vos ciblages. Et enfin, un dernier élément qui regroupe un peu les deux premiers, utiliser ce qu'on appelle des requêtes de longue traîne. Donc les requêtes de longue traîne, c'est des requêtes souvent qu'on ne cible pas justement dans le référencement traditionnel. Aujourd'hui, cibler une requête de longue traîne peut vous aider à même cibler des gens qui font exclusivement de la recherche vocale. Alors, les requêtes de longue traîne vont vous permettre de référencer des pages dites profondes, c'est-à-dire avec des contenus très détaillés, mais très justes surtout. Les requêtes de longue traîne, on estime qu'une requête de longue traîne, elle fait au moins 5 mots minimum en mots-clés, sachant qu'une recherche vocale contient en moyenne entre 7 et 8 mots minimum. Ensuite, dernier point, et pas des moindres, c'est de maîtriser l'impact des pronoms interrogatifs que vous allez utiliser. Pourquoi? Parce qu'en fonction des pronoms interrogatifs que vous allez cibler, vous n'allez pas avoir la même population. Je m'explique. Le qui, le quoi, le comment vont cibler des gens qui recherchent une information, qui ne sont pas forcément prêts à passer à l'acte, mais sur lesquels vous allez pouvoir apporter un renseignement. Le quand, le où, ce sont des gens qui sont prêts à agir, à se rendre dans un lieu pour pouvoir effectuer un achat. Donc, suivant si votre contenu est informationnel ou si c'est du contenu d'achat, vous allez cibler un type ou l'autre des pronoms relatifs. Deuxième caractéristique des recherches vocales, elles attendent des réponses plus précises. Imaginez bien que lorsque vous faites une recherche vocale, c'est souvent dans des conditions particulières. Par exemple, vous êtes au volant de votre voiture. Imaginons le matin, il est 9 h, vous recevez un coup de téléphone, votre première réunion vient d'être annulée. Par chance, c'est la période des soldes, vous passez devant un centre commercial et vous décidez d'utiliser l'heure que vous avez devant vous à profit pour pouvoir faire des emplettes. À ce moment-là, 9 h du matin, vous vient une question. Est-ce que les magasins sont ouverts? On a observé qu'en règle générale, les demandes d'ouverture se font systématiquement à quelques minutes rapprochées des horaires d'ouverture réels des magasins. Et pareil pour les heures de fermeture, elles se font systématiquement à quelques minutes des magasins. Qui n'a jamais acheté un cadeau à 18 h le 24 décembre? Donc c'est à ce type de recherche-là que vous allez essayer de répondre. Il faut que vos recherches soient de qualité, qu'elles soient rapides. Je mets un petit point, un petit accent sur la rapidité. Aujourd'hui, on remarque que les recherches à des réponses à des recherches vocales sont d'environ une demi-seconde. C'est à peu près 4 fois plus rapide qu'une recherche classique en moyenne.
Il faut bien intégrer le fait que qui dit recherche vocale dit probablement, pas que, mais probablement, restitution vocale. Or, la restitution vocale passe par un mécanisme qui s'appelle le text-to-speech, qui aujourd'hui demande des capacités de calcul et de temps de traitement encore importants. Donc, lors de votre recherche, il va falloir tenir compte du temps de réponse que vous allez apporter par rapport à votre site, mais également du temps de lecture de la réponse par le robot. Donc, il faut que votre recherche se positionne le plus rapidement possible. Votre réponse, pardon. Et enfin, là, le plus important aussi dans la précision, c'est la concision. Google estime qu'une recherche vocale, une réponse à une recherche vocale, doit en moyenne faire 29 mots. Pourquoi? Parce qu'au-delà, votre cerveau va décrocher sur la réponse et ne va pas obtenir une réponse suffisamment précise rapidement. Nos recommandations, surtout éviter la duplication de contenu, même si c'est votre propre contenu. Aujourd'hui, les moteurs de recherche comme Google, mais pas que, ont fait une chasse depuis 1 an ou 2 sur la duplication de contenu. Et je ne sais pas si vous l'avez observé en tant qu'utilisateur, mais dès que vous avez des sites qui dupliquent énormément leur contenu ou alors des sites qui récupèrent du contenu d'autres sites, aujourd'hui, alors qu'ils étaient souvent assez bien référencés en première page il y a 1 ou 2 ans, aujourd'hui, ils sont relégués au tréfonds des pages 2, 3, 4 sur lesquelles presque 80% des utilisateurs ne vont jamais. Structurez votre contenu avec des marquages sémantiques, ce qu'on appelle les rich snippets. Les marquages sémantiques vont aider tous les navigateurs et tous les robots d'indexation à savoir quel type de contenu ils sont en train d'indexer. Est-ce que c'est du contenu métier? Est-ce que c'est du contenu informationnel? Est-ce que c'est du contenu de géolocalisation, etc. Il existe aujourd'hui beaucoup de tags et de marquages. On est à l'aube du web, ce qu'on appelle le web 3.0, et probablement que le web 3.0 sera le web sémantique, c'est-à-dire que du web qui donne du sens à la donnée et donc qui repose sur des métadonnées. Et enfin, pour ceux qui l'ont remarqué, depuis quelques temps, il existe ce qu'on appelle les feature snippets. Donc c'est Google qui a lancé le principe, je vais vous expliquer juste après de quoi il s'agit. Bing suit la tendance et les autres navigateurs aussi. C'est une très forte marque de l'engouement de Google pour la recherche vocale. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de préparer le terrain. Ils vous obligent à préparer le terrain, vous qui allez adapter votre référencement grâce à ces feature snippets. Alors, les feature snippets, en France, on appelle ça aussi la position 0. Sur une recherche Google, je ne sais pas si vous avez constaté, il y a souvent des petits encarts comme ça qui apparaissent au niveau de la recherche. Donc, il y a à peu près 15% aujourd'hui des recherches qui donnent lieu à une position 0 comme ça. Et l'avantage d'une position 0, c'est qu'en règle générale, le taux de clic sur ce type de réponse est 4 fois supérieur à une réponse classique. Comment on fait pour arriver en position 0? Première chose à faire, votre site doit être en HTTPS, c'est-à-dire doit être sécurisé, avec un certificat. Il faut que vous répondiez à une question existante. Pour savoir quelles sont les questions existantes qui permettent d'accéder à votre contenu, utilisez l'autosuggestion du moteur de recherche, utilisez des outils comme Answer the Public ou utilisez des outils comme Google Analytics. Ensuite, essayez de bien structurer votre contenu. Utilisez des listes, des paragraphes dans vos articles, ce qui permettra d'avoir une réponse à une question sous forme d'itération. Troisième point, optimisez vos contenus visuels. Les contenus visuels sont susceptibles d'être transportés dans la réponse, et si votre contenu visuel n'est pas optimisé, il ne sera pas intégré dans la réponse, mais le contenu associé non plus. Vous ne pourrez pas accéder à la position 0. Et enfin, une petite astuce, une fois que vous avez réussi à accéder à la position 0, votre intérêt, c'est que les gens arrivent dans votre site. Donc, essayez de générer des ellipses, le fameux plus 3 petits points. Ça veut dire qu'il faut avoir un contenu suffisamment long. Donc, en règle générale, si votre liste, si vos items de liste ne font qu'une ligne, essayez d'en prévoir 7 ou 8 pour que l'utilisateur soit amené à vouloir aller plus loin. Dernière caractéristique des recherches vocales, elles sont contextualisées. En règle générale, les recherches vocales sont effectuées depuis des appareils connectés, que ce soit des téléphones mobiles ou des enceintes connectées, dans lequel la géolocalisation, alors, elle n'est pas forcément activée par défaut, mais on vous sollicite très fortement pour que vous activiez la géolocalisation.
Vous avez aussi accès à un certain nombre d'événements externes qui vont être importants dans les cas de situation dans lesquels vous allez faire une recherche vocale, c'est-à-dire la météo, les actualités, les périodes de l'année, est-ce qu'il s'agit de soldes, est-ce qu'il s'agit de fêtes, etc., qui vont permettre d'orienter la recherche vers le contenu le plus adapté. Le but du jeu dans la recherche vocale, c'est d'assainir les recherches. Ça ne sert à rien d'essayer de répondre à plein de critères différents alors que votre contenu n'est pas adapté parce que vous allez perdre les utilisateurs. Et enfin, il faut aussi se rapprocher, à l'instar des mots de liaison, il faut se rapprocher aussi des mots de contexte qui permettent de préciser vos recherches. Est-ce qu'on cherche un coiffeur pour homme ou pour femme? Est-ce qu'on cherche des vêtements de petite taille ou de grande taille, etc. Donc, le point qu'on peut noter en recommandation par rapport à la contextualisation, c'est d'améliorer votre présence locale. On considère qu'aujourd'hui, un quart des recherches sont effectuées par rapport à des informations locales. On va chercher vos horaires d'ouverture, quel type de métier vous faites, quels sont vos clients, quelles sont les recommandations qu'on a sur vous. Donc ça, pour ça, vous avez deux outils. Google My Business qui vous permet directement de préciser ce que vous voulez que Google indexe au niveau des présentations d'entreprise, et les marqueurs sémantiques de schema.org. Les marqueurs sémantiques de schema.org vont vous permettre d'adresser l'ensemble des navigateurs qui, eux, vont être on va dire, pas forcément basé sur Google My Business. Deuxième point le plus important, enfin très important, c'est toujours de faire vivre son contenu CFAQ. Pourquoi? Parce que les recherches vocales, plus que les recherches traditionnelles, vont toujours chercher à présenter un contenu actualisé. Je vous remets rapidement le top 5 des astuces qui seront disponibles. Je partagerai les slides sur les réseaux sociaux par la suite. Je ne vais pas les relire devant vous, c'était juste pour faire un petit résumé et me permettre de faire une transition, puisqu'aujourd'hui, on s'est concentré sur la recherche vocale, mais je ne sais pas si vous avez vraiment détecté ce qui s'était passé dans la communication avec l'assistant vocal que je vous ai présenté tout à l'heure. On avait dans la phrase et dans la recherche initiale que j'ai fait tous les marqueurs dont on a parlé, tous les pronoms interrogatifs, tous les éléments de contexte, le temps, le lieu, etc., etc. On avait la géolocalisation automatiquement activée sur mon enceinte connectée. Et donc, grâce à ça, l'enceinte connectée n'a pas eu besoin de me poser d'autres questions pour pouvoir voir le contexte. Donc finalement, un assistant vocal, c'est quoi? C'est une recherche vocale. C'est également une conversation. On a un début et une fin de conversation dont il va falloir tenir compte. On a des outils comme par exemple Google Dialogflow qui permet de créer cet espace de contexte et qui permet de matérialiser numériquement cette conversation. Un assistant vocal a aussi la particularité, à l'instar de votre téléphone mobile, d'avoir accès à des applications tierces. Votre liste de contacts, votre agenda, vos notes, qui va permettre de contextualiser. Lorsque l'assistant vocal me demande si j'ai un ami qui est intolérant ou qui a une allergie alimentaire, automatiquement, il va savoir que Franck a une intolérance et il va la noter pour les conversations futures. Et en dernier, j'en ai déjà parlé, l'assistant vocal dispose d'un text-to-speech sur lequel il va falloir s'adapter pour pouvoir générer du contenu qui est facilement lisible et retranscriptible vocalement par un robot. Dernier élément clé d'un assistant vocal, c'est qu'on va passer d'un mode de recherche sur Internet à un mode plus directif. Ce que je souhaite lorsque je fais mon interaction avec le Google Home, ce n'est pas juste de savoir quelle est la pizzeria la plus proche, mais c'est bien d'avoir la commande complètement effectuée sans avoir ni rentré ma carte bleue, ni demander quelle est l'adresse de livraison, etc., etc. Donc là, on va avoir à mettre en place une action. Donc 2019 sera définitivement vocal, mais aussi et également action. Pour que dans 3 ans ou dans 4 ans, en 2022, je puisse faire ce que je vous ai présenté, il faut absolument que l'on travaille sur le mode action des assistants vocaux. Alors comment on travaille sur le mode action? Plusieurs points pour vous. Il va falloir que vous libériez vos données. Il va falloir que vous dématérialisez vos services physiques. Et il va falloir intégrer votre business dans ces nouvelles librairies. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, il y a un outil qui existe pour ça qui s'appelle les Open API. Les Open API, c'est une prise permettant de matérialiser vos services physiques dans le numérique. Alors, rassurez-vous, il existe de l'accompagnement. Soyez accompagné.
Si vous êtes une TME, une TPE-PME, pardon, pour sélectionner un fournisseur de services qui proposera des API. Je prends un exemple, vous êtes dans la restauration, vous cherchez à digitaliser, numériser vos commandes et les automatiser. Il y a des outils comme LivePaper, par exemple, qui existent. Et LivePaper a cette particularité de proposer ces services sous forme d'API, c'est-à-dire une prise qui techniquement sera connectable très facilement avec les assistants vocaux. Bien sûr, il va falloir vous faire accompagner pour intégrer cette solution. Pourquoi? Parce qu'elle va arriver avec ses problématiques techniques, elle va arriver avec ses problématiques organisationnelles. Et là encore, une fois, il y a des acteurs pour vous accompagner. Si vous êtes une ETI, vous allez peut-être avoir envie de passer une étape supérieure et de développer vous-même vos propres API. Là encore, il y a un certain nombre d'acteurs qui vous permettront de le faire. Si vous avez développé votre API, vous allez voir l'exposer. Aujourd'hui, que ce soit dans le commerce traditionnel ou dans le commerce des API, on a la notion de marketplace qui existe. Identifier et intégrer une marketplace d'API comme Mashep, par exemple, il y a des acteurs pour vous permettre de le faire. Si vous êtes une grande entreprise, peut-être que vous voulez aller encore au-delà. Définir le business model derrière vos API, c'est-à-dire comment facturer la donnée que vous allez exposer, et surtout, comment gérer tout ce qui est quota et mise à l'échelle de vos données. Et enfin, vous allez peut-être vouloir aussi développer vous-même, comme vous avez développé votre site web et votre application mobile dans son temps, développer aujourd'hui une skill Alexa ou une action Google. Si vous souhaitez poursuivre et si vous avez d'autres questions, on peut le faire sur place à la fin de ce talk. Il nous reste un petit peu de temps pour les questions. Vous pouvez aussi l'emporter via les réseaux sociaux. Je partagerai les supports de présentation. Et puis vous pouvez aller voir le site de BeWithYou aussi qui propose un certain nombre de solutions autour de la problématique qu'on a vue aujourd'hui. Je vous remercie.